Dans l'histoire de la NBA, beaucoup d'années ont été marquées par des drafts exceptionnels. Les personnes s'accordent à dire que la draft 1984 ou celle de 2003 font partie des meilleures cuvées de l'histoire, tant le casting était monumental. L'année 96 a elle aussi été marquée par l'arrivée de futures légendes de ce sport. Mais à l'époque, personne ne pouvait réellement prévoir ce que le destin allait réserver à la majorité des garçons choisis ce soir-là. En tout, 3 futurs MVP, 10 All-Stars, 4 Hall of Famer et un nom qui résonne encore dans toutes les têtes, Kobe Bryant. Et si je vous disais que 13 équipes ont fait l'impasse sur l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, sur une icône du basket dans le monde? La phrase est clairement très violente et c'est sans doute l'un des plus gros styles de l'histoire de la draft. Comment ce lycéen est passé à travers les mailles du filet? 26 ans après, on va essayer de comprendre pourquoi 12 joueurs ont été sélectionnés avant Kobe Bryant. Qu'on soit clair, après tout ce temps, Kobe Bryant aurait sans doute été un meilleur choix qu'Allen Iverson. En termes de longévité, en termes de palmarès, c'est assez incomparable. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'était une erreur? Honnêtement, non. Dès sa saison rookie, Iverson a montré qu'il était complètement inarrêtable. Plus de 23,5 points par match, ce qui fait de lui encore aujourd'hui le rookie avec la meilleure moyenne de points depuis David Robinson. 5 matchs de suite avec plus de 40 points inscrits, titre de rookie de l'année, bref, son début de carrière est de loin le meilleur de cette draft. Bon, même si monsieur va gagner le titre de MVP en 2001, les Sixers ne remporteront jamais de titre NBA avec lui en tant que franchise player. Il se fera même fesser en finale par les Lakers de devinez qui, Kobe Bryant. L'histoire est quand même bien faite, mais avec la hype autour du joueur plus ses performances à Georgetown, le choix Iverson était logique, et le reste encore après toutes ces années. En place numéro 2 de cette draft 1996, on a pu retrouver Marcus Camby. C'est un joueur que j'adore, vraiment. Je sais que sa carrière est peut-être un petit peu décevante par rapport à la place à laquelle il a été sélectionné, mais partout où il est passé, il donnait sa vie sur le terrain. Camby, c'était des moyennes de bloc incroyables, que ce soit au lycée, à l'université ou même par la suite en NBA. Après oui, avec lui t'avais 10-12 points par match, donc pas bien fou pour un deuxième de draft, mais en NCAA, le type était juste monstrueux. Juste il n'aurait jamais confirmé ses promesses au scoring qu'on avait vues à l'université. Sa dernière saison avec UMass, c'est 21 points, 8 rebonds, 4 contres de moyenne et aussi une apparition remarquée dans le Final Four. Sa sélection était donc évidente, et dans aucun monde Camby aurait été choisi hors du top 5. Même si je pense que la toute jeune franchise de Toronto aurait pu déceler le potentiel du jeune Kobe, ça veut aussi dire que l'année d'après en 97, il n'aurait probablement pas foncé sur Tracy McGrady, et pas non plus forcément sur Vince Carter un an plus tard. Par chance, peut-être qu'ils auraient pu en avoir 2 sur les 3, et bordel, ça aurait été magique. Mais entre un monstre à l'université et un lycéen gringalet qui n'a encore rien montré à haut niveau, je pense que le choix était vite fait pour les Raptors. Avec le pick numéro 3, les Grizzlies de Vancouver ont sélectionné Sharif Abdur-Rahim. A l'époque, on n'était pas encore dans une NBA dominée par des joueurs extérieurs, et toutes les équipes sont encore influencées par l'impact d'un David Robinson, d'un Hakeem Olajuwon ou encore d'un Patrick Ewing. C'était aussi le cas avec Toronto juste avant, tout le monde était focus sur ce poste 4-5, grand scoreur qui va te porter vers les sommets. Dans ses premières saisons, Abdur-Rahim cochait quasiment toutes les cases. Plus de 20 points à chaque match en dormant, 10 rebonds, mais le gros problème c'est que derrière les résultats collectifs étaient catastrophiques. Et ça ne va pas forcément être mieux par la suite avec son transfert à Atlanta, à Portland ou encore chez les Kings. Bilan, une seule série de playoffs durant sa carrière qui sera très vite oubliée. Au vu de la gueule de l'effectif des Grizzlies durant l'époque Vancouver, je suis persuadé que Kobe aurait fait beaucoup de bien à la franchise. Il aurait eu du temps pour se développer, il aurait eu les clés du camion quasiment tout de suite et surtout aucune pression sur ses épaules. Pourtant, on ne peut pas vraiment être persuadé que ça aurait marché aussi bien. La pression du côté de Los Angeles, c'est aussi ce qui lui a permis de repousser ses limites. Attention, s'il est arrivé à Vancouver, j'ai aucun doute sur le fait qu'il se serait donné, mais je sais pas, de ce point de vue là, les Lakers c'était comme une évidence. Puis vu la gestion bancale des Grizzlies dans ces années-là, je suis même pas sûr que le front office aurait choisi de le garder. Vancouver, on passe. Si on devait refaire cette draft 96, il est très probable que Stephon Marbury soit assez haut placé.
Peut-être pas en tant que 4ème, mais il reste tout de même l'un des joueurs les plus convaincants de cette liste. Après 2 petites saisons du côté de Minnesota, il va réellement monter en puissance chez les Nets avec des saisons à 23 points, 9 passes, la petite sélection All-Star qui va bien, et sur les 5-6 saisons qui vont suivre, ce sera à peu près la même chose. Le problème majeur que j'ai avec Marbury, c'est que malgré tous les espoirs qu'on va mettre en lui, les salaires investis et surtout le rôle qu'on va lui confier, c'est tout juste 4 premiers tours de playoff, dont 2 sweeps. Il y a une poignée de matchs avec Boston en 2009, donc oui, théoriquement il a passé un tour de playoff, mais c'est une période où il avait très peu de responsabilités et à peine quelques tickets de shoot. La fin de son aventure NBA se fera à tout juste 31 ans pour rejoindre la Chine. Je vais faire directement la transition avec le choix numéro 5, étant donné que les Wolves et les Bucks s'échangeront leurs guards et que Milwaukee récupérera Ray Allen. Si entre les deux joueurs la différence niveau stats n'est pas si énorme sur le début de carrière, quand on compare les palmarès, c'est le jour et la nuit. 10 fois All-Star, multiple champion NBA, auteur sans aucun doute du tir le plus clutch de l'histoire, Allen a l'armoire à trophées la plus remplie de cette draft, juste après Kobe. Après oui, il a dû se résoudre à rejoindre les Celtics et le Heat pour gagner, mais on n'arrive pas 2ème meilleur shooter à 3 points de l'histoire par hasard. Une fois qu'on a planté un peu le décor, est-ce que Kobe dans une de ces deux équipes ça aurait été tellement mieux ? Pour Milwaukee, déjà il arrive dans une équipe avec des joueurs qui entament leur prime. Il y a Glenn Robinson, Vin Baker, donc si on réfléchit purement au niveau de la courbe de leur carrière, c'est moins en adéquation avec Kobe qu'avec Ray qui avait déjà 21 ans. Après en y repensant, Kobe au bout de 3-4 saisons il était déjà énorme, et c'est à peu près le temps qu'ont mis les Bucks avant de retrouver les sommets. Donc est-ce qu'il aurait pu emmener cet effectif de Milwaukee plus loin que la finale de conférence de 2001 ? C'est pas évident de savoir, mais peut-être. Côté Wolves, c'est là où je me dis qu'il y avait vraiment un truc monstrueux à faire. Un an auparavant, en 1995, Minnesota a choisi Kevin Garnett, qui finira par devenir le meilleur joueur dans l'histoire de la franchise, et tout simplement l'un des meilleurs ailiers forts de l'histoire. Garnett qui au passage vient directement du lycée, tout comme un certain Kobe Bryant. Vous commencez à voir venir le truc, au vu de la timeline de la franchise, il y a un monde où juste Minnesota prend Kobe et où les deux forment un duo de malades. Peut-être que tu domines de manière outrageuse la conférence Ouest début 2000, et qu'en réalité, c'est les Timberwolves qui font un flip it. Encore une fois, ça veut dire que Minnesota prend un risque, et clairement Marbury a apporté plus de garanties sur son niveau de jeu, mais avec du recul, c'est totalement là-bas que Kobe aurait dû aller. En place numéro 6, on reste encore avec un joueur qui ferait une vraie carrière NBA, parce qu'avec les choix suivants, je vous garantis que c'est un petit peu moins fou. En 6 donc, Antoine Walker. Bonne grosse carrière universitaire, avec à la clé un petit titre glané avec les Wildcats de Kentucky. Walker c'est un poste 4 costaud qui aura très vite pris ses marques en NBA et qui aux côtés de Paul Pierce va permettre aux Boston Celtics de remonter la pente. All-Star dès sa 2ème saison dans la ligue, Walker ne deviendra pourtant jamais le franchise player qu'on attendait. Le joueur ne sera jamais ridicule, clairement, mais juste sa carrière se stoppera un petit peu trop brutalement à seulement 31 ans. Je vais vous citer son Wikipédia parce que ça m'a fait trop rire quand je l'ai lu. Pat Riley, l'entraîneur de Miami, en avait assez de Walker revenant chaque début de saison avec 10 kilos en trop. Voilà, j'ai même pas besoin d'en rajouter plus. Les qualités de basketteur étaient là, c'est vrai, mais il lui a manqué un petit peu de sérieux. Je vais juste vous montrer cette photo. Oui, Kobe a fait des workouts pour Boston et il était même très proche d'arriver là-bas. Red Auerbach, mais aussi ML Carr, le coach de l'époque, ont été fascinés par ce que Kobe a fait devant leurs yeux. Le shoot, le côté athlétique, pour eux c'était sûr le gamin allait être un sacré joueur. Malheureusement on connaît la suite, les Celtics feront l'impasse sur Bryant pour prendre un joueur qui leur paraissait plus NBA ready, et le gamin comme il l'appelait va les martyriser pendant très longtemps. Ça fait vachement bizarre de voir Kobe avec une tenue verte, mais c'était en vérité plus proche d'arriver qu'on ne le pense. Toujours dans la lignée des grands pivots athlétiques, les Los Angeles Clippers ont décidé de prendre Lorenzen Wright avec le pick numéro 7. On rentre vraiment dans le dur avec ces choix-là parce qu'on n'a plus aucun All-Star, juste de simples joueurs sympas ou des bouts de banc. Je parlerai sûrement un jour du mystère autour de sa disparition parce que c'est vraiment une dinguerie. Le pauvre, en NBA, il est vraiment tombé dans un bourbier en arrivant aux Clippers de la fin des années 90. Pas de stars, des coachs différents chaque saison, des choix du management douteux, dès le départ ça s'annonçait compliqué. Par la suite, même s'il a connu une bonne période à Memphis, avec un rôle tout à fait correct, il fera 3 runs de playoffs consécutifs, 4-0, 4-0, 4-0, retour à la maison. Et après, il s'éclipsera de la NBA par la petite porte, enchaînant quelques équipes. Clairement, c'était une fin de carrière anecdotique. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai de gros doutes pour la carrière de Kobe s'il avait été choisi là-bas.
Avec tout le respect que j'ai pour Elgin Baylor, sa paire avec Donald Sterling en tant que GM proprio de l'équipe, c'était atroce. Parmi les joueurs restants, Kerry Kittles est je pense celui qui va le mieux s'en sortir. La carrière est quand même assez brève. Kittles ses 4 premières années plutôt bonnes, avec même une perf à 40 points lors de sa saison rookie. Puis une blessure au genou qui le privera des 82 matchs de l'exercice 2000-2001. Le petit gars va se relancer l'espace de quelques années, toujours avec les mêmes New Jersey Nets qu'il avait drafté, mais au début de sa 9ème saison, une énième blessure au dos cette fois l'obligera à stopper sa carrière. Kittles restera un joueur majeur dans l'histoire des Nets, avec 2 finales NBA disputées en 2002 puis en 2003. Tout ça sans pour autant gagner malheureusement. La faute à des Lakers ou des Spurs beaucoup trop forts face à Jason Kidd et les siens. Si maintenant on se reconcentre sur le sujet de la vidéo, plus que n'importe quelle autre équipe de la ligue, les Nets se voyaient bien drafter Kobe Bryant. Et jusqu'à quelques heures avant le début de la cérémonie, John Calipari avait l'intention de sélectionner Kobe. Mais la vérité, c'est que les Lakers voulaient Kobe Bryant, et Kobe Bryant voulait les Lakers. Le trade avec les Hornets était quasi acté en coulisses, et naturellement le camp du lycéen a appelé le GM des Nets en disant que Kobe ne porterait jamais leur maillot. Bon, évidemment, le bluff a fonctionné. L'équipe du New Jersey était trop paniquée à l'idée de choisir un lycéen capricieux qui n'avait pas envie d'être là, et ils vont passer leur tour. Kobe aurait sans doute pu changer le visage de la franchise, même avant qu'il y ait un Jason Kidd ou un Kenyon Martin qui débarque. Ah, en y repensant, je vous le dis, ça aurait clairement pu faire des étincelles aussi. Numéro 9 de cette draft, Samaki Walker. Encore un intérieur, encore un joueur qui ne restera pas dans toutes les mémoires. Ce sont les Mavs qui vont le sélectionner à cette place. Eux qui étaient vraiment en galère depuis quelques années déjà ont une très mauvaise réputation dans la ligue. Ils sortent d'une saison légendaire il y a quelques années avec seulement 11 victoires, ils font des saisons avec 27 joueurs différents alignés, autant vous dire qu'à l'époque c'est la risée de la NBA. Walker n'est pas arrivé dans la meilleure des situations là-bas. Il va réussir à se faire son petit bout de chemin avec même un titre en tant que role-player, doublure de Shaq chez les Lakers. Et c'est là que ça devient marrant, pendant sa période à Los Angeles, il s'est pris une patate par Kobe pour une histoire de pari sur un shoot du milieu de terrain. Bref, à part ça, sa carrière ne sera jamais incroyable non plus quoi. 5 points, 5 rebonds environ pendant plusieurs années avant définitivement de sombrer vers 2004-2005. Les Mavs n'ont pas été bien inspirés sur ce coup-là. Heureusement que Dirk viendra sauver les meubles 2 saisons plus tard. Tout grand Kobe qu'il était, dans une situation pareille, ça aurait été super compliqué. Drafté en 10ème position par les Indiana Pacers, Eric Dampier. Carrière sympa, plutôt longue, mais vous allez le voir, carrément malchanceuse. Déjà, c'est un peu con de se dire qu'un joueur pris assez haut ne va rester qu'une seule saison là-bas. Dès 97, le pivot fera ses valises direction Golden State, où il sera un membre très important de l'équipe pendant 7 saisons, avant de partir pour quelques années du côté de Dallas. Selon les années, on oscille entre 7 et 12 points, pareil niveau rebond, mais toujours avec une grosse défense. Dampier, c'est la définition même du mot poisse. Sans être forcément un monstre, il était toujours important dans des bonnes équipes. Il perd pour la première fois en 2006 avec les Mavs face à Miami, et au moment où il décide de rejoindre LeBron, Wade et Bosh en 2010, ce sera au tour du 8 de s'incliner contre Dallas. Ah, c'est triste quand même. Si on revient sur le choix d'Indiana, en vrai, avec un Reggie Miller en pleine force de l'âge, ça reste totalement logique de ne pas avoir foncé sur Kobe. Si maintenant on réfléchit 2 minutes, je pense que les Pacers auraient totalement adoré l'avoir, étant donné que 4 ans après sa draft, c'est contre lui qu'Indiana s'inclinera en finale NBA. Alors oui, avec un pick 11, les Warriors sont capables de prendre Klay Thompson, mais ils peuvent tout aussi bien choisir Todd Fuller à la place de Kobe Bryant. Je vais pas spécialement m'étendre sur son cas, Fuller aura à peine mis les pieds dans la ligue, et pour le peu qu'on ait vu, c'était nul. Il avait les mensurations d'un pivot dominant avec ses 2m15 et plus de 110 kg, mais malheureusement les Warriors ont juste fait confiance à son physique et à sa dernière année universitaire qui a roulé tout le monde. Avec NC State, une université pas des plus performantes dans ces années-là, faut être honnête, ses stats étaient peut-être un petit peu amplifiées comparé à son talent. Pareil que pour les franchises précédentes, l'objectif avec ce pick 11, c'était à la base de drafter un big man dominant, mais Fuller ne sera au final rien du tout. Compréhensible que les Warriors ne se soient pas trop penchés sur le dossier de Kobe quand dans l'effectif tu avais déjà Latrell Sprewell, B.J. Armstrong ou Chris Mullin. Mais bon, avec le départ de Tim Hardaway l'année précédente, il y avait une fenêtre de tir quand même pour prendre Kobe.
La douleur doit être immense, mais il en fallait bien une. Cette équipe qui se retrouve à la place du con et qui a un choix près aurait pu avoir Kobe. Ce sont les Cavs qui avaient ce pick numéro 12 avec lequel ils ont décidé de prendre le grand Vitaly Potapenko. Il n'y a rien de marquant dans la carrière du joueur. En 10 ans dans la ligue, on verra surtout des saisons tronquées avec parfois 20-30 matchs disputés. Quelques petites perfs sympas avec Boston, mais en revanche pendant sa période Cleveland, vraiment pas grand chose à retenir. Il aura une carrière bien plus glorieuse en tant qu'assistant coach, titré avec LeBron, Kyrie, etc. en 2016, et depuis quelques années, c'est sur le banc des Grizzlies qu'on peut le retrouver. Certes, en 96, Cleveland passe de peu à côté de Kobe, mais ils vont être assez mauvais par la suite pour se retrouver avec le first pick en 2003, et ils pourront choisir le meilleur joueur de l'histoire, le meilleur joueur de leur histoire, LeBron James. Bon, maintenant qu'on a passé en revue les 12 joueurs sélectionnés avant Kobe Bryant, il reste un dernier coupable à faire tomber, Charlotte. À la base en numéro 13, c'est eux qui avaient la possibilité de pick. Mais Jerry West, le GM des Lakers, était trop amoureux de Kobe pour le laisser filer. Il va réussir à convaincre les Hornets de le prendre en échange du pivot Vlade Divac, et la suite appartient à l'histoire. On ne peut pas trop leur reprocher d'avoir fait ce choix. Même s'il a bien failli prendre sa retraite en entendant la nouvelle, Divac à l'époque c'est un intérieur confirmé et assez talentueux. C'était du pain béni pour une équipe déjà bien fournie sur les postes extérieurs. Si on devait faire un bilan sur la non-draft de Kobe par certains, on voit encore qu'en 96, les équipes cherchent avant tout à prendre un big man, quitte à fermer un petit peu les yeux sur les qualités intrinsèques du joueur. Sur les 12 personnes choisies avant Kobe Bryant, on a 8 intérieurs, mais seulement 3 ou 4 feront une carrière digne de ce nom en NBA. La raison majeure qui a fait que Kobe a été sélectionné si tard, c'est qu'en venant du lycée, beaucoup d'équipes ne pensaient même pas prêts à jouer en NBA. C'est quand même marrant de se dire qu'il y a eu 12 joueurs choisis avant Kobe Bryant lors de cette draft 96, et qu'au final il n'y a peut-être même pas 12 joueurs meilleurs que lui dans l'histoire de la NBA.